a aussi des moments de doute, des moments de peur, des moments de challenge, mais aussi des moments d'appréciation. Quel sourire incroyable! Un sourire dont tu connais la valeur, un sourire qui vient du cœur. Et on va comprendre pourquoi ce sourire est si important aujourd'hui pour toi. Tu reviens de loin, tu as vécu des choses qu'il est difficile d'admettre et de comprendre. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Tu t'appelles Sévérina Jonas et tu vas nous raconter ton histoire. Alors un jour, une femme d'origine polonaise arrive en Guadeloupe. C'est bien toi? Et c'était en quelle année? En 2000. Je suis arrivée le 7 avril 2000. La première fois, je prenais l'avion. Ah ouais? Oui, c'était une belle expérience. Un endroit très loin de la Pologne. Très loin de la Pologne, très très loin de la Pologne. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu dans quelles conditions et dans quel cercle familial tu es née et tu as grandi tes premières années? Je suis donc née en Pologne, c'était à l'époque communiste, dans une toute petite ville à Wałbrzych, où il y avait beaucoup de mines, il y avait énormément de pauvreté. Et j'étais élevée par une maman qui m'élevait toute seule, avec un petit frère dont je prenais énormément soin. Et ma maman, elle était tombée dans tout ce qui est l'alcool. Et donc, on n'a pas eu tous les jours une vie facile. Il y a eu beaucoup de violence. J'ai connu ce que c'est que la faim. Je me rappelle, ma maman, elle faisait du mieux qu'elle pouvait. Donc, bien sûr, il y a peut-être des fois où il y avait de l'alcool, mais il y avait des fois, c'était une femme qui essayait de donner du mieux ce qu'elle pouvait. Parfois, il fallait demander de l'argent aux voisins pour pouvoir emprunter un petit peu pour acheter à manger, pour peu qu'il y avait dans les magasins. Et qu'est-ce qui était vraiment douloureux dans ces moments-là, c'est que dans les moments où elle était vraiment au plus bas d'elle-même, j'essayais de la protéger, je voulais pas que de l'extérieur les gens voient qu'est-ce qui se passait chez nous. Tu avais quel âge à ce moment-là? J'avais 5-6 ans. À 5-6 ans, on arrive à protéger sa maman comme ça, à faire face? On n'avait parfois pas le choix. Quand tu voyais ta maman allongée par terre dans le sang, parce qu'elle s'était fait frapper et allongée complètement parce qu'elle avait plus la force de se relever, il fallait bien prendre soin d'elle. Il fallait aussi prendre soin de mon petit frère qui a 5 ans de moins que moi. Donc lui changer ses couches. À l'époque, on n'avait pas de couches Pampers. Et quand on n'a pas le choix, on trouve une espèce de force, on trouve une espèce de guidance, je ne sais pas. Heureusement, je suis quelqu'un qui croit en Dieu. Et ça m'a énormément aidée dans ces moments-là. J'avais un rêve. Je me suis dit, un jour, je voudrais que j'ai une vie, et mon petit frère, une vie comme tous les autres enfants. Et c'était comme une espèce de mon petit mantra. Et on arrive à croire en ses rêves, à se dire qu'on arrivera à les rendre possibles malgré la douleur que l'on vit au quotidien? En fait, on se crée un imaginaire. J'adorais les contes d'Andersen, j'adorais lire à l'époque déjà. On vivait tous dans une petite pièce, parce que dans notre maison, on avait juste une cuisine et une petite chambre. On dormait tous les trois dans le même lit, tous les trois, ou ça dépendait parfois. Et ce qui était magnifique, c'est ce côté imaginaire me permettait de m'évader. J'avais envie d'y croire. Ça existe chez les autres. Je voyais les enfants, parfois, qu'ils avaient des nouvelles chaussures ou qu'ils avaient une poupée. Moi, je ne l'avais pas. Je dis, c'est peut-être possible. Et cette petite fille n'en voulait pas à sa maman? Par moments, si. J'avais beaucoup de rage, j'avais beaucoup de colère, surtout le jour où je suis allée à l'école. Et je me sentais tellement pas bien. J'ai dit au professeur, est-ce que je peux prendre un bout de votre sandwich? Parce que j'avais vraiment faim. Cette décision d'avoir parlé à ce professeur a engendré le fait qu'on a été mis sous la protection sociale et envoyé suite à ça au juge à l'orphelinat. D'accord. Donc j'ai une énorme responsabilité, donc une première décision de ma vie à cet âge-là. Prendre la décision de dénoncer quelque part sa maman, prendre la décision donc d'un nouveau choix de vie et quelque part après je ne regrette rien. Donc on va passer à la deuxième phase de ta vie. Donc ton frère et toi, vous êtes placés en foyer. Comment tu le vis? Tu parlais de culpabilité. Combien de temps va durer cette culpabilité? Comment tu vas te sentir? Comment tu vas t'intégrer dans ce foyer? C'était pas évident parce que c'est quelque chose pour la première fois de ma vie que j'ai une vraie structure. J'ai des horaires fixes pour manger. J'ai des choses à faire parce que déjà, tu manges.
Déjà, par contre, c'est ce que j'allais dire, déjà je mange et j'ai un lit à moi, un lit qui sent bon, des draps bien amidonnés, une chambre avec 2 autres petites copines. J'ai vu mon petit frère, on était tous amaigris. Et voir tout doucement, d'avoir une famille qui nous accueille, des professeurs qui sont là à notre écoute. On peut parler du côté d'orphelinat, c'est un peu, on a un peu côté honte et tout ça, mais mon Dieu, quel cadeau qu'on puisse avoir d'avoir cet univers pour un enfant, de retrouver de l'espoir, retrouver une espèce d'équilibre. Il y avait parmi tous ces espoirs une chose en particulier à laquelle tu pensais quotidiennement. C'était quoi? Oui. C'était de retrouver mon papa, un papa français. Qu'est-ce que tu savais de l'histoire qui liait ton papa à ta maman? Une petite parenthèse, ils se sont rencontrés en Pologne lors d'un été. Mon papa est tombé amoureux de ma maman et puis les choses ont fait qu'elle n'a jamais suivi la route parce qu'à l'époque on ne pouvait pas quitter le territoire comme ça. Et puis au fur et à mesure, les chemins ont fait que leurs chemins se sont séparés. Donc je me rappelle comme aujourd'hui, j'étais dans ma chambre, il faisait beau. J'écoutais la musique de Sail Away et j'ai décidé d'écrire une lettre à mon papa. Je voulais vraiment, en tant qu'enfant, de sentir un père, quoi. Et imagine-toi, 3 mois après, je reçois une lettre, une réponse. J'écris la lettre à 11 ans et mon papa me propose de venir vivre avec lui à l'âge de 14 ans. Donc je quitte l'orphelinat. Il vient me chercher avec mon parrain. Je me rends compte que ce petit frère, on va se séparer. Donc à nouveau des larmes, des pleurs. Mais je l'ai regardé dans ses yeux et je lui ai dit, mon frère, je te promets, je pars en France et je te promets un jour je reviendrai, on vivra ensemble. Et je fais ça pour nous. Et voilà, je me suis retrouvée donc en France. Et comment ça s'est passé? Tout s'est passé comme prévu, comme tu l'imaginais? Mon papa et ma belle-maman, c'est des gens qui donnaient avec leur cœur, mais ils exprimaient leurs émotions à leur manière. Et moi, à l'époque, je ne savais pas encore comment analyser ce genre d'émotions. J'avais personne avec qui parler parce que déjà, il y avait la première difficulté, c'est la difficulté de la langue. Il y a eu ce premier mois qui a été difficile, mais petit à petit, vous avez réussi à trouver une connexion, vous avez réussi à communiquer. Est-ce que tu as été scolarisée? Comment ça s'est passé ensuite? Alors, j'ai été scolarisée. J'avais l'âge donc de 14 ans, normalement j'étais en 3e. Et compte tenu de mon niveau de langue, ils m'ont mis en 6e. Je ne me sentais pas à ma place, je n'avais pas d'amis. Donc, tout le temps que je le passais dans les études. Et heureusement, la seule chose qui m'a sauvée dans ce moment-là, c'était le sport. J'adorais le sport, je faisais du basket. En fait, quand je me suis rendu compte que ce manque de communication, j'allais le combler ailleurs. Plusieurs fois, je voulais revenir en Pologne. Un mois après d'être arrivée en France, je me rappelle, mon papa m'a écrit une lettre. Et dans cette lettre, il m'avait bien dit que si tu n'es pas bien, sache que je veux pouvoir te ramener en Pologne, parce qu'il voyait que j'étais pas bien. Donc, à nouveau, un espèce de poids et encore une prise de décision. Qu'est-ce que je fais? Je repars ou je saisis cette chance de rester là et de construire quelque chose? Et à ce moment-là, je pensais à mon frère. Et cette promesse. Et cette promesse. Et arrivé à l'âge de 18 ans, tu prends ton envol? Je fais un DUT-TC en alternance pour pouvoir subvenir à mes besoins. Donc, j'ai travaillé et en même temps, j'ai allé à l'école, j'ai obtenu mon diplôme. J'étais fière. À quel âge tu prends l'avion et tu quittes la France? Et pour quelle raison? Oh là là, j'ai suivi mon cœur. Je rentre à l'école MSG de Lille. Et là, je tombe amoureuse d'un garçon. Et ce garçon-là, une opportunité de venir vivre aux Antilles, en Guadeloupe. C'est comme un cadeau, ce que j'ai toujours prié quand j'étais petite, offrir une vie meilleure. Et j'arrive dans ce paradis parce que je me considère vraiment très chanceuse de vivre ici en Guadeloupe. D'ailleurs, je suis plus guadeloupéenne aujourd'hui que polonaise et française, puisque ça fait 20 ans, c'est là plus longtemps que je vis là. Et donc tu fais une rencontre aussi, une rencontre spirituelle si je puis dire, avec un écrivain. Oui. Tu peux nous en parler puisque c'est une étape clé aussi de ta vie. Absolument. Et je pense que tout le changement, je veux dire, il y a eu plein de changements dans ma vie pendant toutes ces années, mais ce changement clé était justement la rencontre de ce livre qui s'appelle le livre d'Anthony Robbins. Je tombe sur le livre d'Anthony Robbins dans un aéroport, comme quoi, encore la destination d'envol, Réveillez le géant qui est en vous. Et ce livre a eu un impact, un déclic énorme sur moi. Parce que déjà, d'ailleurs, c'est un homme qui a vécu aussi pas mal de choses similaires. D'ailleurs, je pense que c'est ça qui nous a liés. Et surtout un événement spécifique. Quand il reçoit de la nourriture, quand on lui ramène de la nourriture dans sa maison, quand il n'avait rien à manger,
quelqu'un leur ramène un sac de nourriture avec la dinde pour la Thanksgiving. Et là, je me suis connectée avec mon enfance, quand on n'avait rien. On décorait le petit sapin de Noël avec mon frère, on faisait les guirlandes en papier. Et je me rappelle, quelqu'un tape à la porte et il nous a ramené 2 sacs de nourriture, d'oranges, de conserves, de jouets pour la Saint-Nicolas, pour Noël. Et ça, je me suis dit, waouh, c'était tellement fort parce que il a transformé justement ce moment. Il s'était promis, Monsieur Tony Robbins, que je vais aider les autres gens grâce à ça. Je vais rendre quelque chose. Et ça m'a réveillée en moi. Je dis, un jour, je vais donner quelque chose. Et ton frère? Et mon frère, aujourd'hui, je suis la femme la plus heureuse. C'est que mon frère, aujourd'hui, vit avec moi aux Antilles, en Guadeloupe. Il a réussi, tu as réussi. J'ai réussi à réaliser ce rêve magnifique. Aujourd'hui, il a une famille, 2 enfants. Il a eu un autre épisode comme quoi il y a des miracles de la vie qui arrivent tous les jours. Et ce rêve devient réalité. On a une petite surprise pour toi. Ah. Bonjour ma petite sœur, ma grande sœur. Je voulais te remercier pour tout ce que tu m'as donné dans toute ma vie. Tu étais ma sœur, ma mère, mon amie. Merci, merci de fond de mon cœur. Je t'aime et sache que si tu es pas là, je suis pas là. Merci infiniment, ça me touche tellement. Eh ben dis donc, ça fait des surprises sur ce plateau. Merci infiniment. Merci à toi de nous livrer cette belle histoire, j'ai envie de dire, puisque c'est une histoire magnifique. Quand on voit ton sourire, ton énergie, quand on voit ce lien qui te lie à ton frère et ce rêve auquel tu n'as jamais renoncé et cette résilience dont tu fais preuve. Je suis vraiment touchée. C'est un honneur pour moi d'être là. Et c'est un honneur pour nous de te recevoir. Merci Sévérine. Merci. Et cet incroyable échange avec Sévérina m'inspire le dicton suivant : celle qui se relève est plus forte que celle qui n'est jamais tombée. Elle en est la preuve.